Dans cette vidéo, je vous fais mon retour d'expérience après un peu plus d'un mois d'utilisation de Mavic 4 Pro. Et j'ai fait à peu près avec lui 10 heures de vol et 100 km. Je vous parlerai surtout de différents sujets qui sont sa maniabilité et sa vitesse de vol. On parlera aussi des tests en photo, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser les 100 mégapixels, ainsi que de la netteté en vidéo en la mettant en -2 ou à 0 comme on le faisait avec les autres drones. On parlera du format All Intra, voir si ça vaut le coup de l'utiliser aussi, la balance des blancs et les flous de mouvement, bien sûr la RC2 Pro, et on parlera après de la formation qu'il faut pour piloter ce drone, puisque vous avez été nombreux à me poser la question. Voyons ensemble tous ces sujets. On va commencer par parler de sa maniabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on l'amène dans des endroits compliqués comme ici, dans un sous-bois, il est beaucoup moins maniable que peut l'être un R3 ou bien un Mini. C'est un petit peu comparable si vous me dites je suis allé en ville avec mon semi-remorque et j'ai pas trouvé très pratique pour circuler. Voilà, c'est un petit peu la comparaison, elle est là, mais le Mavic, il est gros, il fait plus d'1 kg, il est classé C2 en catégorie et il n'est pas très agile, c'est pas son domaine de prédilection, les petits endroits. Lui, il est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il y a de l'espace. Il est capable facilement de suivre des véhicules puisqu'il va vite, il est agile, il a une protection à 360 degrés et du lidar. Et si vous allez en forêt pour vous balader avec votre vélo, il vaudra mieux préférer prendre un Mini ou un R qui seront beaucoup plus agiles que lui. Après, regardez comment il se comporte au milieu des arbres sur un RTH programmé, puisqu'on l'avait fait passer par là au départ. Il n'est pas mauvais, il ne prend pas de branches, par contre il y va doucement, il est tranquille et on est content qu'il soit tranquille, qu'il ne prenne pas de risques, parce que mettre au tas un appareil comme ça, ça ferait mal au ventre. Et puis on l'a déjà fait, on vous invite à voir notre vidéo sur le premier test. Le Mavic, lui, est à l'aise quand il y a de l'espace. D'ailleurs, on est étonné de voir les distances qu'il parcourt dès qu'on le met en vol et qu'on lui demande d'aller sur un autre point. Depuis la dernière mise à jour, en plus, on a eu la possibilité de régler la vitesse maxi lorsqu'on est en mode sport. Donc, comme vous le savez, dans DJI Fly, on peut régler les différents paramètres. Et la vitesse maximum en mode sport est donnée à 97,2. Et on a voulu voir si il arrivait à atteindre cette vitesse. Donc forcément, plus il va vite, plus il parcourt de distance rapidement. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est quand même assez impressionnant qu'en une vingtaine de secondes, ils sont capables de parcourir à peu près 600 mètres. Donc comme vous le voyez ici, lui, il nous a atteint la vitesse de 96,8 km/h, ce qui est quand même pas mal. Et c'est la force de ce drone, les grands espaces, sa vitesse de déplacement. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le bois, sa taille peut être un handicap. Et c'est régulièrement le cas lorsqu'on le fait atterrir, puisque on se retrouve avec des messages d'alerte qui concernent la taille de la zone d'atterrissage. Malgré que certaines fois elle soit large ou elle soit pas contraignante, eh bien, il nous met des messages d'alerte. Bon, ici sur le landing pad c'est un peu normal, mais d'autres fois c'est inutile. Une fois qu'on est au courant de la chose, on ne s'inquiète pas, on vérifie juste qu'il n'y a rien qui gêne et puis on force l'atterrissage. Maintenant, on va parler de sa capacité à capturer des images. L'inconvénient de son poids est une force en capture d'image puisqu'il est très stable, ce qui veut dire que même si vous sortez lorsqu'il y a du vent, que ce soit à la montagne ou au bord de la mer, vous ne serez pas dérangé par la stabilité de la nacelle et vous filmerez ou prendrez des photos avec une image très stable. Bon,
Maintenant, on va faire des tests du binning pour savoir si les 100 mégapixels sont meilleurs que les 25 mégapixels. Vous vous souvenez peut-être que sur le R3S, on avait fait des tests et c'était pas si convaincant que ça. Donc on prend une première photo d'un endroit identique à 100 mégapixels et on fait la même chose en passant à 25 mégapixels et on va comparer les deux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le 100 mégapixels est 3 fois plus lourd, mais il est 2 fois plus grand. Donc il servira surtout si on croppe à l'intérieur d'une image ou si on a besoin d'avoir du détail de celle-ci. On commence avec le fichier à 100 mégapixels. On va le grossir à 50% pour qu'il ait à peu près la même taille et on regarde. Donc rien de particulier sur l'image, les détails sont là. Et maintenant, on fait un test à 100%. Et on trouve la qualité moyenne, même dans les parties sombres, il n'y a rien d'extraordinaire, les détails ne sont pas trop là. Maintenant on fait la même chose avec le fichier à 25 mégapixels et on va le grossir à 100% pour qu'il ait la même taille que celui qui était à 100 mégapixels tout à l'heure. Et on s'aperçoit que la qualité de l'image est là, les détails sont propres, les parties sombres sont encore propres et même si on continue à le grossir, elle continue à rester propre, donc on est vraiment bluffé par la qualité du JPEG, ce qui sous-entend qu'on n'a pas besoin d'utiliser le binning et les 100 mégapixels. Alors ensuite, on a fait les mêmes tests avec le fichier DNG qui est l'équivalent du RAW pour savoir si c'était pas le JPEG qui avait abîmé le 100 mégapixels. Et on s'est aperçu que c'était la même chose. Même au contraire, on se retrouve avec beaucoup plus de bruit dans le ciel. Alors qu'à la base on n'a fait aucun traitement et on fait juste des tests pour le mettre en automatique ou en HDR. Et ensuite on refait la même chose donc sur Photoshop et Lightroom. On contrôle le 25 mégapixels et on retrouve la même propreté qu'on avait sur le JPEG, alors que là on est en DNG RAW puisque quand on a fait les photos on a fait le double JPEG DNG. Donc honnêtement aucun intérêt ici d'utiliser le binning. On a refait un deuxième test, ce coup-ci on a été plus sur le soleil de midi pour mettre vraiment toute la lumière partout sur les deux fichiers et on s'est rendu compte que c'était un peu mieux côté binning et on vous montre pourquoi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le binning utilise un système qui remultiplie les pixels par 4, donc qui rajoute de la précision, mais sur le Mavic 4 Pro il le fait que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière pour pouvoir accentuer les détails. Ici à midi il y a du soleil à la verticale donc la lumière est partout et il n'utilise pas ce système là donc la photo reste propre. Tout ceci veut dire que si vous utilisez le binning dans des conditions de faible luminosité, vous risquez d'avoir des soucis si vous grossissez l'image, sinon en position grand angle ça ne sera pas un problème. Tout ceci nous rappelle le test qu'on avait fait entre le Mavic 3 classique et le R3S et lorsqu'on avait comparé les photos. On s'était rendu compte rapidement que lorsqu'on faisait une photo à contre-jour avec le soleil en face comme ici derrière cet arbre, le binning nous rajoutait quelques lumières qui ressemblaient étrangement à des guirlandes. Donc en fait je crois que le résumé du binning va être là, tant que vous n'avez pas une luminosité compliquée, ça va pouvoir le faire. Mais si vous êtes en luminosité compliquée ou du coucher de soleil ou des choses comme ça, il va falloir éviter de l'utiliser. Maintenant on va faire un autre test, c'est celui de la netteté. Donc vous devez être habitué à la régler sur -2, c'est souvent ce qu'on vous conseille pour éviter d'avoir une image un petit peu trop nette. C'est un petit peu comme quand on fait le flou de mouvement, on en parlera tout à l'heure. Et donc on a fait un premier test en mettant la netteté à -2 et on a zoomé donc à 200% le petit carré et ensuite on va la régler à 0. On le fait aussi pour le bruit puisqu'on était aussi en train de faire des prises de son au niveau des tests qu'on faisait. Donc voilà le deuxième test avec la netteté à 0, grossi à 200% et on va regarder ce que ça donne sur les deux prises de vue. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant d'écart que ça, alors que si vous faites le même test avec un mini ou un R, vous verrez qu'il y a de grosses différences. Donc sur le Mavic, amener la netteté
à 0 ou à -2, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Même là, regardez, on va faire une comparaison sur les deux prises de vue grossies à 200%. L'écart est minime, minime, minime. Ensuite, deux mots rapidement sur l'histoire des images par seconde. Nous, on vous conseille toujours d'utiliser les 30 images par seconde, surtout si vous faites du partage de vidéos de vos images sur le web, puisque les 30 images par seconde vont être une normalisation que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, et ça vous évitera ce côté saccadé de l'image qu'on peut le voir ici sur l'image de gauche. Ensuite, encore un petit conseil concernant la balance des blancs. Donc ici elle est réglée en automatique et vous voyez que lorsque je passe la caméra dans une partie qui est à l'ombre, l'image s'éclaircit, et l'inverse quand je repasse sur une partie de l'image qui est claire. Donc pour éviter d'avoir cette saccade de la luminosité, vous vous mettez en mode manuel, vous enlevez le mode automatique, vous allez le régler à peu près comme c'était, on va dire 5004, 5007, si ça dépend de la luminosité, mais vous cherchez celle qui correspond le mieux, et ça vous évitera ces décalages de luminosité, ces écarts de luminosité entre un plan et l'autre, surtout quand le drone vole. Et toujours sur cette balance des blancs, on retrouve quelque chose qui est nouveau, ça va être la possibilité de régler la couleur aussi ambiante, c'est-à-dire partir sur du bleu, partir sur du rouge, quelque chose de plus vert, ce qui est très pratique. Si vous avez un réglage automatique, vous allez pouvoir fixer les couleurs ambiantes comme vous fixez ça avec la balance des blancs, c'est très pratique en vol. Deux mots aussi sur le nouveau format All Entra qui remplace le ProRes et qui est livré avec le Mavic 4 en pack Creator Combo. Déjà, il vous faudra avoir les bons codecs pour pouvoir les lire. Bon, nous, on est arrivé à le faire sur notre logiciel de montage vidéo, mais il faut savoir que déjà 20 secondes, ça représente pour le même plan 1,7 Go, alors que c'est 260 mégas pour un plan en 4K. Donc à vous de voir si vous pouvez utiliser ce genre de fichier. D'ailleurs, il faut savoir que les utilisateurs qui étaient habitués sur le Mavic 3 Pro à utiliser le ProRes sont pas très contents, puisque ça leur fait faire des grosses manips. Mis à part si un client vous demande ce genre de fichier, vous n'en aurez pas l'utilité. Surtout qu'à la sortie, il y a vraiment très peu d'écart, encore une fois, avec le fichier normal. Un petit rappel aussi concernant le flou de mouvement, n'oubliez pas de régler au double du nombre d'images par seconde. Donc ici on est à 120 parce que on a mis les réglages à 60 images par seconde. Ça vous permet de maintenir un flou naturel. On a fait une vidéo sur le sujet, on vous la remet ici en haut à droite. Si vous regardez la vidéo de gauche, les feuilles sont toujours nettes, alors que sur celle de droite, elles étaient beaucoup plus naturelles au niveau du mouvement. Maintenant que ces rappels sont faits, on revient au Mavic 4 Pro. Et il y a quelque chose qui le caractérise de suite que on voit des images, ça va être ce fameux effet Starburst qu'on retrouve régulièrement sur les images de suite qu'on a le soleil en ligne de mire. Cette fameuse étoile que ça produit est réalisée très facilement, sans filtre ND, sans réglage particulier. C'est quelque chose qui caractérise le Mavic 4 Pro et son 4 tiers Hasselblad, mais on n'avait pas ça sur le Mavic 3, donc c'est une évolution qui est vraiment très utile et très jolie à voir. Avec les trois objectifs de ce drone et la vitesse à laquelle il va, on s'est amusé à jouer avec l'effet vertigo, appelé aussi dolly zoom, ce qui maintient l'objectif sur un objet. Ici c'est sur le château d'eau, ici ça va être sur l'arbre, et on recule
et on zoome, ou bien on avance et on dézoome pour donner cet effet assez sympa. C'est beaucoup plus facile de faire avec ce drone et on continuera à s'amuser à en faire. On passe à la RC Pro 2. Jusqu'à présent, c'était la RC2, celle de droite sur l'image, qui était ma télécommande de prédilection. Et c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, la RC Pro 2 l'a largement détrônée. Après, elle vaut 3 fois plus cher, mais au niveau de la rapidité, comme pour l'allumage, vous le voyez ici, une met 16 secondes et l'autre en met 24. Et puis, c'est toutes les fonctions qu'elle embarque, on va les regarder en détail. Déjà, on a ce système de dépliage des joysticks qui est très pratique puisqu'on n'a pas besoin de les démonter. Après, même si on veut les remplacer, on peut puisqu'ils sont vissés comme c'était le cas sur la RC2. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très pratique de ne pas avoir à les démonter à chaque fois. Idem du côté de la prise HDMI puisqu'on retrouve une vraie prise HDMI et pas une mini comme on avait sur l'autre radiocommande ou même sur la RC Pro 1. En fait, l'avantage qu'il va y avoir aussi, ça va être de pouvoir partager tous vos fichiers, photos, vidéos sur un écran. Et vous pourrez même choisir avec l'application DJI Fly ce que vous voulez partager, soit l'écran, soit la vue de la caméra lorsque le drone vole. Donc, il y a aussi la possibilité de faire une prise de son avec un micro intégré et bien sûr le nouveau cadran du style joystick qui nous permet de nous déplacer dans les menus sans avoir à toucher l'écran comme ici où on change le temps d'ouverture, ce qui est très pratique. Et idem avec l'autre petit joystick qui nous permet de changer d'objectif en passant de l'un à l'autre sans avoir besoin de toucher l'écran. On peut aussi choisir que le drone s'allume juste en dépliant les bras et qu'il s'éteigne de la même façon. Ça se paramètre dans l'application DJI Fly. On peut aussi choisir tous les réglages, bien sûr avec tous les boutons, la manette et ainsi que le joystick de réglage. En fait, cette télécommande est hyper complète et sa rapidité et son exécution avec la rotation de la nacelle qui va avec, ce sont des énormes atouts. Et si on rajoute que DJI a rectifié le coût de la rotation verticale de plus 10 à moins 10 en rajoutant 14 degrés, puisque maintenant on retrouve en tout 34 degrés de rotation du haut vers le bas lorsque la nacelle est couchée à 90 degrés. Concernant le signal entre la télécommande et le drone, on l'a mis à défaut et on a fait vraiment exprès puisqu'on laissait les antennes repliées, on se mettait derrière un véhicule, etc. Il a déclenché tout seul le RTH puisqu'il n'avait plus de signal et puis il l'a vite retrouvé, donc on était à 700 mètres sans les antennes, ce qui est énorme. Donc ce drone ainsi que cette radiocommande sont excellents. En ce qui concerne la formation, donc en premier temps, bien sûr, vous êtes inscrit comme télépilote sur le site AlphaTango et vous allez devoir enregistrer le drone puisqu'il pèse plus de 250 grammes. Un petit rappel, vous savez que tout ce qui est inférieur à 250 grammes est classé C0, on est en sous-catégorie A1. Et lorsque ça dépasse les 250 grammes ou que c'est classé C1, on a la formation complémentaire catégorie ouverte à passer. Le Mavic 4, lui, dépasse les 900 grammes et il est classé C2. Il se retrouve donc en sous-catégorie A2. Il va falloir avoir, en plus donc de tout le reste, l'obtention d'un certificat de compétence de télépilote. Mais une fois que vous aurez ceci, vous ne pourrez pas faire ce que font les autres. Par exemple, survoler des personnes ou des groupes de personnes. Et il faudra rester à distance des habitations, minimum de 150 mètres, parce que vous allez vous retrouver dans une sous-catégorie qu'on appelle A3. Pour résumer, pour voler avec le Mavic 4 Pro, il va vous falloir être inscrit comme télépilote, enregistrer le drone sur AlphaTango et passer la formation gratuite catégorie ouverte. Et en plus, avoir une attestation de compétences. Et tout ceci est gratuit. Et surtout, ça vous permet de voler en règle. Après, si vous voulez vous rapprocher des habitations ou faire du vol urbain, il va falloir passer des formations complémentaires payantes, ce qui peut être bénéfique pour voler avec ce genre de drone. Alors si je devais résumer,
les vols que j'ai fait avec ce Mavic 4 Pro. Je dirais pour commencer que une fois qu'il est en l'air, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens tellement qu'il y a de possibilités avec cet appareil, que ce soit au niveau de la vitesse à laquelle il vole, que ce soit au niveau de la qualité des images qu'il propose, le changement d'objectif avec les 3, la rotation de l'image avec la télécommande. Bref, une fois qu'il est en vol, vous avez des possibilités qui sont tellement importantes que c'est un peu perturbant. Il ne faut pas hésiter à préparer tout ceci avant de décoller, sinon on est un petit peu perdu. Résumé, ce Mavic, c'est un appareil qui vous suivra partout, qui sera sûr au niveau des vols et avec qui vous reviendrez des images de grande qualité. Si vous avez des questions sur lui, vous n'hésitez pas à vous servir des commentaires qui sont en dessous. Et pour ma part, je vous souhaite de prendre autant de plaisir que moi à chaque fois que vous sortez votre drone et je vous dis à bientôt sur dronetechnologie.fr.